Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Une nouvelle rencontre dans les Acteurs de la Transformation. Cette semaine, Olivier Campenon est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes CEO chez Lefebvre-Sarrut, un groupe d'édition et de formation innovant. Vous êtes aussi président de la Chambre franco-britannique. Lefebvre-Sarrut, c'est avant tout une histoire de famille. Nous y reviendrons, mais d'abord, pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? Eh bien, avec plaisir. Ingénieur de formation dans une de nos belles écoles françaises. Sortie d'école avec un peu un point d'interrogation, qu'est-ce que je devais faire. Donc quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on fait du conseil. Voilà, j'ai fait un peu de conseil. Et puis rapidement rattrapé par la bande parce que j'ai des amis d'école justement qui m'ont appelé pour créer une société. Et on a créé une société qui était une société tech. On était des ingénieurs dans premier pas dans le monde des télécoms, parce que c'était des cartes de communication. À l'époque, on avait des modems, on avait des choses comme ça, cartes de communication qu'on mettait dans les PC. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais simplement pour dire que c'était une première expérience entrepreneuriale qui est toujours passionnante, toujours plein d'ambition, plein de passion, beaucoup de temps passé, mais c'était formidable. Et puis, je suis passé de la plus petite société à la plus grande. Et j'ai rejoint le groupe AT&T, American Telegraph Telephone, et une premier pas pour moi dans l'histoire internationale, et ça a été absolument passionnant parce que j'ai rejoint le monde des télécoms au moment où il explosait, et c'était je me marie, je divorce, je m'associe avec un tel, révolution technologique, nouvelle organisation, nouvelle réglementation, donc tous les 6 mois ça bougeait, et voilà, et j'ai bougé au gré de ces vagues, une belle aventure qui m'a mené à l'international, qui m'a mené à connaître un certain nombre d'opérateurs de télécommunications, de faire de l'informatique, et voilà, qui a mené la majorité de ma carrière. Et puis à un moment donné, après moult réorganisation, j'ai dit, oh là, je vais peut-être quand même faire une petite pause, je prends une petite pause. À ce moment-là, quelqu'un me dit, mais j'ai entendu que tu avais un peu de temps, Olivier, est-ce que tu ne voudrais pas rejoindre la Chambre franco-britannique ? Et il se trouvait que j'avais eu l'occasion de travailler avec eux, ça m'avait beaucoup plu, je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais leur rendre un peu de mon temps. Et donc, avec grand plaisir, je les ai accompagnés jusqu'au moment où ils m'ont dit, mais on a besoin d'un nouveau président. Et me voilà élu président de la Chambre franco-britannique en France. Et il se trouvait que c'était le jour du Brexit. Brexit, si vous vous en souvenez, ce jour-là, le 23 juin 2016, on est tous dans l'attente que, évidemment, le Brexit ne va pas passer. Et le lendemain, on s'aperçoit que si, effectivement, ça a été voté contre toute attente. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans votre vie, dans votre tête ? Alors là, si vous m'excusez l'expression, je dis zut, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et je me voilà pris effectivement dans une formidable épopée d'abord de communication, puisque la Chambre va se retrouver un peu au centre de toutes ces discussions. Épopée économique aussi, puisque l'objet de la Chambre franco-britannique, c'est vraiment un réseau économique des relations franco-britanniques. Donc à accompagner beaucoup les entreprises dans ce moment d'incertitude. On sait que les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Donc on a beaucoup communiqué, beaucoup travaillé avec les entreprises, qu'elles soient françaises ou britanniques, pour essayer de comprendre comment se préparer et comment les accompagner dans ces moments difficiles. Et voilà, ça a été très belles années jusqu'au moment où je rencontre mon actionnaire actuel qui recherchait un nouveau président pour piloter une nouvelle phase du groupe, de ce beau groupe Lefebvre-Sarrut. Et voilà, et je me suis laissé tenter parce que histoire familiale, vous en avez dit un mot, très belle histoire, très belle ADN de ce groupe, et qui pour autant, et c'était l'intérêt pour, je pense, l'actionnaire de venir me chercher, avait besoin de transformation digitale. C'est ce à quoi je travaille. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. La transformation est un impératif et exige des cadres ouverts d'esprit. Ce sont vos mots. Comment arrivez-vous à innover et à mettre à l'essai de nouvelles approches de gestion tout en produisant des résultats ? Eh bien, c'est beaucoup de travail, évidemment. L'innovation, c'est un peu l'ADN du groupe, parce que groupe d'édition, de formation, vous l'avez rappelé, nous accompagnons nos clients au quotidien, surtout donc les avocats, les experts comptables, mais aussi les DRH, les directions de financières d'entreprise. Et toutes ces personnes-là ont besoin de
comprendre le droit, comprendre les réglementations, comprendre et appliquer ces réglementations et ce besoin de conformité. Et dans cet accompagnement-là, eh bien, il est toujours à réinventer, à produire et à proposer de nouveaux outils. Et donc, si on refait un peu l'histoire rapide, mais tout ça est né au 19e siècle. Et à l'époque, on a commencé à justement publier la loi et commencer à la commenter. Et puis le papier s'est développé et les livres sont augmentés. Le code civil qui faisait quelques pages à cette époque-là fait plus de 1000 pages aujourd'hui. Et est venue l'informatique, l'informatisation. Et là, le patron de l'époque du groupe en entend parler, et ni une ni deux, il saute dans un avion, va aux États-Unis et revient avec un PC sous le bras. On va parler des activités d'abord chez Lefebvre Sarrut, parce que je pense que c'est très important d'expliquer le champ des possibles chez vous, qui est assez énorme. Assez énorme parce que nos clients ont besoin de conseils et d'accompagnement dans un vaste domaine. Je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment dans le monde du droit, ce qu'on appelle le chiffre, donc ce dont s'occupent les experts comptables et les directeurs financiers évidemment, et puis la conformité. Alors, je vais prendre juste 2 exemples simples. La conformité, sans doute avez-vous entendu parler de cette directive, de cette réglementation RGPD, la réglementation générale de protection des données, qui est imposée à toutes les entreprises, qui nous protège, nous, en tant qu'individus, dans l'usage que peuvent faire les entreprises de nos données personnelles. Eh bien, c'est toute une mécanique qui est compliquée. C'est une mécanique qui est compliquée d'un point de vue réglementation et d'un point de vue process interne. Et donc, nous accompagnons nos entreprises, nos clients, en leur proposant une information, mais dans l'application de cette information, et donc avec des outils, des logiciels qui permettent à tout moment de s'assurer qu'ils sont compliant, conformes. Voilà, un exemple. Deuxième exemple rapide, vous embauchez quelqu'un, vous avez besoin de lui écrire un beau contrat de travail. Ce contrat de travail, il doit être conforme à ce que vous propose votre convention collective. Il y en a plus de 400 en France et elles évoluent constamment. Nous sommes un des rares acteurs à les suivre et à pouvoir vous assurer qu'au fur et à mesure que vous écrivez votre contrat de travail, il soit conforme à ces conventions collectives. Comment les métiers évoluent chez Lefebvre Sarrut ? C'est une évolution constante tout en respectant évidemment l'ADN de notre groupe. L'ADN de notre groupe, c'est l'excellence de nos contenus éditoriaux, puisque c'est important, ce que vous lisez dans un memento Francis Lefebvre, ce que vous lisez dans le code d'Alloz, évidemment, il faut s'assurer que ce soit la loi et que ce soit absolument le droit. Donc nous avons une très forte connotation de qualité. Pour autant, au-delà de la qualité, nous faisons de plus en plus appel à l'informatique, donc à des développeurs qui spécialisent de l'intelligence artificielle, qui spécialisent ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, donc tout ce qui est l'analyse du langage. Et cela, ce sont de nouveaux talents, de nouveaux métiers que nous accueillons au sein du groupe. Est-ce que c'est une transformation justement de ces métiers qui est compliquée à faire ? Je vous mentirais si je disais que c'était simple, mais c'est ce qui rend la chose passionnante. Parce que effectivement, nous sommes un groupe, en 2 mots, nous sommes ce qu'on appelle une ETI, entreprise de taille intermédiaire, et nous sommes un peu plus de 2500 personnes dans 8 pays européens. Donc on a la chance d'être très local, parce que d'une part, évidemment, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est loi est spécifique au pays, mais pour autant nous sommes européens parce que les outils sont les mêmes d'un pays à l'autre. Donc on a cette complexité, ces deux axes qu'il faut gérer, le local et le global. Chaque pays a des lois qui sont différentes. Les lois sont différentes et c'est ce qui est passionnant, parce que nous avons donc des rédacteurs, des éditeurs dans chacun des pays qui font le métier de bien connaître le fond de la réglementation et de l'environnement du droit de chacun des pays, et nous intégrons ces données dans des outils qui peuvent être les mêmes, parce que lorsque vous avez je parlais tout à l'heure de la RGPD, lorsque vous avez une plateforme de conformité, cette plateforme est la même qu'elle soit dans le nord ou dans le sud. On va parler maintenant des enjeux et des objectifs de Lefebvre Sarrut. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, le premier objectif, celui-là est toujours le même, c'est évidemment d'accompagner nos clients au quotidien, donc de les accompagner plus en plus, parce que c'est un peu notre chance, la réglementation devient de plus en plus compliquée, donc ils ont de plus en plus besoin d'être accompagnés, et donc c'est charge à nous de rendre cette complexité la plus simple à mettre en œuvre, mais encore une fois, ça demande évidemment beaucoup de travail. Ça s'accompagne aussi d'investissements qui sont assez lourds dans l'informatique, dans les développements, dans les nouvelles plateformes, parce qu'on a besoin d'outils de plus en plus sophistiqués. Et puis, il y a un pan
un des éléments dont je pense qu'en France, on peut être fier, c'est tout le pan environnemental. Je pense que la France a pris un vrai leadership au niveau européen, voire au niveau mondial, dans la prise en compte de l'environnement et de ce que cela signifie pour l'entreprise. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler de la loi Pacte, la loi et la mise en place de la raison d'être. Ce sont des choses qui sont, pour moi, en tant que chef d'entreprise, et avec tous les autres chefs d'entreprise avec qui je discute, et y compris avec nos amis du réseau de la Franco-British Chamber, on sent bien qu'il y a une vraie prise de conscience autour de ce thème-là. Et donc le thème de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, devient vraiment important. Et en objectif, c'est une chose que de la définir, c'est une autre chose que de l'appliquer. Et donc nous travaillons actuellement à tout ce que cela peut donner comme concret pour chacun de nos clients et chacun de nos collaborateurs. Une maison d'édition sans papier ? Vous savez sans doute qu'un gros point d'interrogation existe encore. Est-ce que la production du papier produit plus de carbone qu'une bonne base de données dans un centre qui ne serait pas bien situé et qui coûterait très cher en énergie? Voilà un bon débat sur le problème de carbonation de la fabrication de l'information. Les prochaines actualités de Lefebvre-Sarrut, quelles sont-elles ? Eh bien, nous avons une année 2021 qui a été une belle année avec, comme pour beaucoup, ce que j'entends, un beau rebond en 2021. Donc 2022 va continuer sur cette voie-là. Et en 2021, ça nous a permis aussi de nous développer par acquisition. Nous avons réalisé 2 acquisitions. Une acquisition dans le monde justement de l'environnement. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, la réglementation évolue beaucoup dans ce monde-là. Donc on est vraiment dans notre rôle d'accompagner les entreprises dans leur capacité à répondre à ces règles environnementales. Et une acquisition, un éditeur en Allemagne, parce que l'Allemagne est le premier marché pour l'édition juridique. La France est en numéro 2, je vous rassure. Mais donc l'Allemagne a un beau marché, un grand marché, sur lequel nous consolidons notre présence avec grand plaisir. Et donc nous allons continuer dans cette voie-là, et nous sommes continuellement à être à la recherche d'acquisitions. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lefebvre-Sarrut dans les prochaines années ? De continuer à être cet acteur européen qui a un rôle citoyen. Le droit, vous le savez, c'est un langage économique qui est très important. La réglementation, les conformités, ce sont autant d'éléments qui donnent toute une valeur à l'Europe, à ce que nous faisons de l'Europe. Et nous pensons modestement que nous avons un rôle d'accompagnement de l'Europe en ce sens-là. Et je crois que le développement de Lefebvre-Sarrut, qui est connu sous chacune de ces marques dans chacun des pays, puisque par nature, l'édition, je disais tout à l'heure, est locale. En France, c'est Lefebvre d'Alloz. En Italie, c'est Dufray. En Hollande, c'est SDU. En Allemagne, c'est Stolfus. Voilà, autant de noms, je me permets de les citer. Allez-y. Mais ce rôle-là est un rôle que je veux évidemment développer parce que je suis fondamentalement européen et donc je crois beaucoup à l'importance d'avoir des acteurs qui accompagnent et qui représentent cet esprit européen qui est si beau. Vous m'amenez justement à mes prochaines questions sur la Chambre franco-britannique dont vous êtes le vice-président. Quel est son rôle, sa fonction à cette Chambre ? Alors la Chambre franco-britannique, qui est la plus ancienne des chambres de commerce internationales, une petite fierté, est véritablement un réseau d'affaires, réseau économique, qui a pour objectif le développement des relations économiques entre la France et le Royaume-Uni. Et Dieu sait si aujourd'hui, plus qu'encore qu'hier, depuis le Brexit, ce rôle est important pour décrypter, pour expliquer et pour accompagner ces relations. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ? C'est un réseau qui, comme beaucoup de réseaux, dans lequel plus vous donnez, plus vous obtenez. Et c'est ça qui est beau. Alors, je vous mentirais en vous disant si j'avais vraiment le temps d'y passer énormément de temps. Non, mais ça me prend du temps et un temps que je donne très volontiers parce que c'est une qualité, une présence et une ouverture d'esprit qui est assez formidable. C'est là où on se rend compte combien l'international
ouvre l'esprit et combien le « je t'aime moi non plus » que l'on a en termes de relation avec nos amis britanniques est en fait une relation véritablement amicale lorsqu'on y veut bien y consacrer un peu de temps. On va parler un peu du Brexit qui a été voté et appliqué partiellement quelquefois sur la pêche par exemple. Les relations franco-britanniques actuellement? Nous sommes dans une phase d'implémentation de l'accord et donc avec toutes les difficultés et les heurts que ça représente. Je veux garder une vision positive parce que à terme, nous sommes dans un temps court, donc évidemment il y a des tensions qui sont un peu politiques, on peut se le dire, mais je veux être optimiste parce que je pense que le bon sens prévalera. Nous avons la chance d'être avec un partenaire, les Britanniques, qui sont pragmatiques et donc qui à un moment donné reviendront au bon endroit autour des discussions. Et pour nous, en tant qu'entreprise, ce qui compte, c'est toujours de rentrer dans une certaine stabilité, une bonne connaissance de ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. On n'est pas encore là, mais on y arrive. Ce qui m'amène à ma dernière question, compte tenu de votre expertise, quelles seront les relations franco-britanniques à l'avenir? Ce seront des relations avec un partenaire qui est un partenaire voisin, d'abord. C'est idiot de le rappeler, mais il faut le rappeler. Ils sont à côté. C'est un beau pays, c'est un pays qui regroupe énormément de talents et des talents dont nous avons besoin, en Europe. Je rappellerai un point, si vous vous souvenez de les quelques mois après le vote du Brexit, on a beaucoup polémiqué sur mais Londres est terminé, la place financière va s'écrouler. Eh bien, force est de constater que non. Londres est toujours la première place financière européenne. Et donc la force britannique existe. C'est une vraie, des gens qui ont encore une fois un très fort pragmatisme avec une vraie innovation. On en a besoin au niveau européen. Les relations sont un peu différentes, mais il y a tout de même des relations, donc elles continueront et nous les entretiendrons. Merci Olivier Campenon d'être venu sur le plateau des Afters de la Transformation. Merci à vous, un grand plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur la chaîne des Afters de la Transformation, sur vos plateformes de podcast préférées. À très bientôt. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.